Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Pierre Devinno. 8h le journal, Sophie Tussaud. Bonjour Sophie. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Toute l'actualité du jour. À l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, envahi hier par des manifestants. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Sévère recadrage d'Emmanuel Macron après le séminaire gouvernemental. Le président a clairement demandé à ses ministres d'assurer le service après-vente du grand débat. Dans ce journal également, le combat d'une mère contre la radicalisation. Et puis la liste des 23 bleus retenus pour le mondial féminin de football dévoilée ce soir. 8h12, Vincent Hervouet reviendra sur les menaces de Donald Trump contre le régime vénézuélien. 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Europe 1. Si le 1er mai a été relativement calme partout en France, à Paris, il a été marqué par quelques violences. La journée a été ponctuée par 2 événements. L'exfiltration de Philippe Martinez, le leader de la CGT, du défilé après une charge de la police, et l'irruption de plusieurs dizaines de manifestants à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et qui ont tenté d'entrer dans le service de réanimation. La directrice de l'établissement évoque une intrusion. Christophe Castaner, une attaque. Chanel Petit, vous êtes sur place ce matin pour Europe 1. Et l'hôpital porte encore les stigmates de ce qui s'est passé hier. Oui, le personnel hospitalier efface ce matin les dernières traces de violence. Une soignante est venue ramasser elle-même il y a quelques minutes les derniers débris de verre qui restaient sur le goudron devant les portes vandalisées. Et comme tous ceux qui viennent travailler ce matin ici à la Pitié-Salpêtrière, Corinne est triste et en colère. Ça m'énerve. Mais ça me dérange qu'on s'attaque aux hôpitaux. Ouais, ça me dérange profondément. Les gens ne sont pas là pour être agressés. Ils ont déjà suffisamment de soucis, leurs maladies, leurs soins. Et ils ne sont pas là pour être agressés. Donc qu'ils arrêtent leurs agressions, qu'ils arrêtent de casser. Qui est-ce qui paye? C'est toujours les mêmes. Donc si vous voulez manifester pour quelque chose de vrai, mais pas pour venir casser, quoi. Il y en a marre des casses. Les soignants, les infirmiers, les médecins à qui nous avons pu parler ce matin mentionnent des dégradations à l'intérieur du bâtiment. Le matériel informatique du service de chirurgie digestive a notamment été partiellement vandalisé, partiellement dérobé. Il faut ce matin finir de faire l'inventaire des dégâts. Martin Hirsch, le directeur de l'AP-HP, dit apporter son plein soutien aux équipes de l'hôpital qui ont, je cite, empêché la mise en danger des passants, pas des casseurs. Il annonce qu'une plainte sera déposée. Chanel Petit à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris pour Europe 1. Et nous serons attentifs à ce que nous dit la ministre de la Santé sur notre antenne. D'ici 10 minutes, Agnès Buzyn sera avec Audrey Crespo-Mara. Les militants radicaux avaient donc appelé à faire de Paris la capitale de l'émeute. Ils étaient effectivement présents hier dans le cortège parisien, entre 800 et 1000 selon la place Beauvau. Malgré tout, la casse a été assez limitée et la stratégie policière a plutôt bien fonctionné. Pierre de Cossette a suivi la manifestation parisienne pour Europe 1. Une trentaine de motos qui démarrent en trombe dans une petite rue près de la place d'Italie. Sur chacune, 2 policiers ou 2 gendarmes. L'instant dit tout de la nouvelle stratégie policière. Les braves, les brigades de répression de l'action violente ont quadrillé le secteur tout l'après-midi. Ce sont en partie ces unités qui ont mis fin, avec 24 motos, à l'intrusion dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Satisfaction hier soir d'un commissaire. Mobilité et réactivité, les consignes ont été appliquées, se réjouit-il. Le début de la manifestation a certes été complexe. Les éléments violents avaient infiltré le cortège de la CGT, mais lorsque le Black Bloc s'est constitué devant, la manœuvre a été plus facile. On a pu charger, résume ce policier, à défaut d'isoler complètement les casseurs. Partout hier, l'impression de voir du bleu à chaque coin de rue des CRS, très mobiles eux aussi. En assumant d'aller au contact, les forces de l'ordre ont pu interpeller sans y laisser trop de plumes ou encore récupérer ce char venu d'on ne sait où en forme de signe noir derrière lesquels les manifestants radicaux de tête s'abritaient pour jeter les projectiles et auquel il comptait, pense la police, mettre le feu. Au final, dans l'odeur âcre des gaz lacrymogènes, des dégâts plutôt limités, imputables, dit-on, place Beauvau, au contrôle préventif. Près de 20 000 hier en tout à Paris. Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1 et sur les 330 personnes interpellées hier dans la capitale, 315 ont été placées en garde à vue. Et il faut le rappeler, Sophie, ce 1er mai intervenait après le séminaire gouvernemental censé apporter des réponses à la crise des Gilets jaunes. Et aussi après le conseil des ministres de mardi, un conseil à l'issue duquel le président a longuement parlé au gouvernement, une sévère mise au point. Michael Darmon, le président a clairement donné une leçon de politique à ses ministres. La scène se déroule à la fin du conseil des ministres mardi, fait inhabituel. Emmanuel Macron reste silencieux en écoutant l'agenda du gouvernement jusqu'à la fin, puis fait tomber la foudre. C'est à vous de faire maintenant, il faudra aller vite et tenir de près vos administrations. D'ailleurs, j'attends de vous que vous changiez de méthode. Je n'ai pas fait près de 90 heures de débat pour expliquer les moindres détails de notre action pour que vous fassiez
comme d'habitude. Et il leur donne une nouvelle consigne. Je veux que vous teniez des permanences comme le font les élus pour connaître les problèmes en clair. Selon la formule consacrée, vous ne reprendrez pas le cours normal de vos vies après le débat national. Puis Macron évoque la campagne des européennes. En décembre, vous étiez mort, et moi aussi peut-être. Alors la période de campagne démarre. Allez-y à fond. Et il assène, selon un récit concordant et complémentaire de plusieurs ministres, si on se prend une tôle aux élections, on ne va pas se réunir de la même manière autour de cette table. Une déclaration très commentée dans les couloirs du gouvernement. Ça sonne au moins comme une menace de remaniement. D'autres y voient plutôt une incitation aux ministres jugés trop en retrait de faire de la politique. Ce qui est certain, c'est que le président de la République veut que la campagne prenne enfin son envol, et il déclare donc la Macronie en danger. Michael Darmon, éditorialiste politique d'Europe 1. Et changement de décor au menu de la journée d'Emmanuel Macron aujourd'hui, culture et diplomatie. Et oui, le président accueille en Touraine son homologue italien Sergio Mattarella. Une rencontre alors que les liens entre Paris et Rome se sont distendus ces derniers temps. Ensemble, ils vont célébrer les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Au menu, Chambord, Amboise et le château du Clos Lucé où l'artiste italien a vécu les 3 dernières années de sa vie lors d'Autriche. Dans son château du Clos Lucé, dans le Val-de-Loire, à côté de son atelier de peintre, se trouvent des dizaines de croquis, de chars d'assaut, de sous-marins, d'hélicoptères, de parachutes. Ces plans fabuleux, souvent, ne débouchaient sur rien. Léonard de Vinci ne cherchait pas à construire, il voulait apprendre. C'est comme cela qu'il concevait la vie, explique le propriétaire du château du Clos Lucé, François Saint-Brice. C'est un homme qui a tellement rêvé le futur qu'il a anticipé avec 5 siècles d'avance sur son temps. Sa source d'inspiration, c'est la nature. Il n'y a aucun domaine de la connaissance qu'il n'a pas exploré. Et quand il l'explore en profondeur. Et il est fasciné par l'homme. Il a même disséqué une trentaine de cadavres humains, quitte à aller contre les interdits religieux, détaille Jean-Pierre Anquisy, ingénieur spécialiste de Léonard de Vinci. Il ose regarder d'ailleurs à l'intérieur du corps humain, chose qu'on n'avait jamais faite. Et les dessins qu'il fait de l'intérieur du corps humain, la cartographie, avec les flux de sang, avec tout ce qui se passe au niveau des muscles et autres, elle est exceptionnelle. Et le soir, dans le château de François Ier, Léonard de Vinci organisait de grandes fêtes. Il inventait toute une mise en scène avec des hommes volants et des étoiles artificielles. Lors d'Autriche. La suite du journal avec Sophie Tussaud et cette femme qui a fait de la lutte contre la radicalisation son cheval de bataille. Lydie Manincheda a perdu sa fille l'année dernière en Syrie. Elle s'était radicalisée lors d'un séjour en Allemagne et avait rejoint le groupe État islamique en 2014. Depuis, Lydie va à la rencontre des jeunes pour les sensibiliser aux dangers de la radicalisation, comme dans ce lycée du Touquet où Kevin Tuilier s'est rendu pour Europe 1. Debout devant une vingtaine d'élèves de 4e, Lydie Manincheda détaille les larmes aux yeux l'histoire de sa fille Julie, étudiante lilloise qui se convertit à l'islam puis part en Syrie en 2014, influencée par un Allemand. Elle est retrouvée morte l'année dernière, une histoire que partage désormais Lydie pour sensibiliser les plus jeunes. Julie est une victime, elle s'est fait manipuler, elle était sous emprise, donc ce choix, elle l'a assumé jusqu'au bout, elle a protégé ses enfants. Voilà, il faut rester vigilant. Méfiez-vous, vous allez beaucoup sur les réseaux sociaux, ne faites pas confiance, surtout gardez votre esprit critique. Faites attention à ce qu'on peut vous dire. Face à ce témoignage d'une mère démunie, ces jeunes de 12 à 13 ans ne cachent pas leurs émotions, et comme cette collégienne qui utilisait jusque-là les réseaux sociaux sans vraiment se méfier. Beaucoup d'émotions parce que ça a dû être hyper dur ce qu'elle a vécu. Et puis elle est forte de nous raconter ça parce qu'elle nous prévient, elle n'a pas envie que ça nous arrive. Par exemple, j'étais avant sur un réseau social sur lequel beaucoup de personnes que je ne connaissais pas m'envoyaient des messages « Bonjour, tiens, regarde », alors que non, il ne fallait pas répondre. Lydie Manincheda souhaite continuer dans les prochains mois à témoigner dans les écoles et apporter son soutien aux parents en détresse. Kevin Tuilier, le correspondant dans le Nord pour Europe 1. Épilogue judiciaire attendu aujourd'hui pour Ascoval et ses 270 salariés. Après des mois de suspense et de multiples rebondissements, l'aciérie du Nord saura tout à l'heure si elle est reprise par le groupe British Steel ou liquidée. La décision est attendue à 9h. Dans l'actualité également, la crise au Venezuela, toujours de violents heurts entre forces de l'ordre et manifestants. Une femme a été tuée après avoir reçu une balle dans la tête. Le leader de l'opposition, Juan Guaido, a appelé à une grève générale. Le président Nicolas Maduro, de son côté, jure de châtier les traîtres. Alors que le pays est plongé dans la crise, Donald Trump se dit prêt à faire intervenir l'armée américaine. Et justement, dans 2 minutes, Vincent Hervouette revient sur ces menaces de Donald Trump contre le régime vénézuélien. Et maintenant, Sophie, cette annonce très attendue ce soir. À 20h, Corinne Diatre, la sélectionneur de l'équipe de France féminine de football,
football dévoilera la liste des 23 joueuses choisies pour le mois prochain pour participer à la Coupe du Monde. L'occasion de faire un état des lieux du football féminin, mais également de découvrir celles qui porteront le maillot des Bleus. Cyril de la Morinerie. La star de l'équipe, c'est Amandine Henry. À 29 ans, la joueuse de l'Olympique Lyonnais est la Française la mieux payée. La milieu de terrain est surtout capitaine de l'équipe de France. Touche à Lyon 30 000 € par mois. C'est beaucoup plus que le salaire moyen d'une joueuse de première division, à peine 3 000 €. Mais c'est 12 fois moins que ce que touche le capitaine des Bleus, Hugo Lloris. L'autre joueuse emblématique, c'est Wendy Renard, l'athlétique défenseuse originaire de la Martinique, compte 5 Ligues des Champions à son actif et 12 titres de championne de France. C'est l'une des meilleures du monde à son poste. Tout comme la gardienne moins connue, Sarah Bouhaddi, incontournable depuis 3 ans en équipe de France. Et si en attaque, il y a l'embarras du choix, les Bleus pourront compter notamment sur Valérie Gauvin, 7 buts lors des 8 derniers matchs des Bleus, ou encore sur Gaëtane Tiné, 33 ans, c'est la doyenne de l'équipe de France. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Merci, c'était le journal de Sophie Tussaud.